J'invite Olivia Berthelot et Anne-Lise Ullmann nous rejoindre et s'installer avec tous les soucis techniques qui vont avec l'installation, qui est un grand classique. Et puis, vous allez donc nous parler d'une expérimentation. Alors, on était dans la forêt, on a eu les fromages, et là, on aura des animaux. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été là hier. J'ai l'impression que le débat était vraiment intéressant, mais bon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Lise Ullmann et je travaille au CNAM Paris. Donc j'ai eu comme collègue Paul pendant un certain nombre d'années. Et je travaille plus particulièrement sur les questions entre travail et formation. En tous les cas, la question de ce lien entre les deux m'intéresse. Et il m'intéresse alors même que je n'ai pas une formation d'ergonome, je suis plutôt sociologue, en fait psychosociologue. Et donc, comment l'ergonomie, finalement, s'est imposée à moi au cours des années, c'est un petit peu ça dont je parlerai. Mais là, on va faire une présentation à deux voix. Alors, donc, cette expérimentation, moi, je vais vous en parler d'un point de vue vraiment très pratique, avec toutes les questions que ça m'a posées, toutes les questions que je me suis posées, toutes les questions que nous nous sommes posées, a posteriori aussi. Donc, je travaille ici. OK. Je m'adapte au réel du travail. Ici. OK, super. C'est en lien, les deux ? Alors, juste peut-être pour vous présenter un peu le contexte, puisque c'est un contexte particulier, peu commun, puisqu'il s'agissait d'une étude d'expérimentation dans un milieu professionnel bien spécifique, qui est le milieu du vivant, dans les parcs zoologiques, avec effectivement... Hop, voilà. Vous n'avez pas la même chose que moi, c'est intéressant. Bon. Avec effectivement un échange de salariés qui s'est réalisé entre parcs zoologiques, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'identifier des professionnels reconnus un peu comme experts qui allaient changer de parc zoologique et qui allaient être accueillis dans un parc qu'ils ne connaissaient pas, dans une équipe qu'ils ne connaissaient pas, pour être formés sur une espèce bien précise. Alors on est déjà dans un modèle un petit peu spécifique puisqu'on s'échange des professionnels, ce qui implique un certain nombre quand même de conditions préalables, des périodes de formation de 8 à 15 jours, complètement en situation de travail, c'est-à-dire on rentre vraiment dans le réel de l'activité, on rentre dans l'équipe, dans les horaires, dans les méthodes de travail. L'expérimentation s'est menée sur des, je le dis parce que c'est très intéressant dans l'analyse, sur des parcs zoologiques privés et sur un parc zoologique public. Et vous parliez des situations. C'est très intéressant parce que les situations, en tout cas les contextes de travail, les cultures de travail, les modalités de travail, du coup m'ont permis d'observer un impact fort et des résonances fortes sur les conditions d'apprentissage et de transfert de compétences. Et on verra en quoi les organisations du travail peut-être et les modalités managériales et de process de travail impactent directement la situation d'apprentissage quand elle a lieu effectivement dans la situation de travail. Alors j'essaye de me débrouiller, voilà. Alors, bien évidemment, j'ai eu la chance de travailler pour le FAFSEA, qui était l'OPCA qui pilotait la mesure, avec la FDPZ, qui est l'association qui gère au niveau international le suivi des espèces. Bien évidemment, il y avait tous les acteurs de l'expérimentation. Et le FAFSEA, et pour une fois, ça c'était agréable, m'a dit, Olivia, surtout, on observe ce qui se passe. On n'impose pas, on ne montre pas, on ne guide pas, on n'induit pas. Alors, vous vous doutez que pour un consultant formateur, c'est assez difficile. Et du coup, j'ai fait tout ce travail, moi, de déconditionnement. Enfin, j'ai essayé de faire tout ce travail de déconditionnement de ce que je connais, de ma pratique professionnelle, de mon métier, pour me dire, même si je passe mon journée dans les entreprises, mais pour me dire, je vais essayer d'observer de façon la plus neutre possible comment, à un moment donné, des professionnels entre eux se débrouillent sans avoir aucune culture de la formation et aucun concept de la formation.
Donc forcément, je ne suis pas soigneur, hein, pas du tout, je ne suis pas de formation soigneur non plus. Donc le seul préalable du cahier des charges, c'était d'avoir un rapport facile avec la nature et les animaux, ce qui était mon cas. Donc ça a été un des critères, en tout cas, de retenue pour le cahier des charges. Mais il m'a fallu effectivement découvrir ce milieu professionnel. Mon premier travail de consultant, ça a été d'essayer de comprendre au mieux ce que c'était que ce secteur d'activité, comment les gens fonctionnent, qui ils sont, leur parcours, la culture de fonctionnement, les modalités de fonctionnement entre professionnels, entre parcs zoologiques aussi, puisque effectivement les gens, enfin les centres, s'échangeaient des salariés entre eux avec très peu de conditions formalisées, très très peu. Pas de programme de formation, pas de demande précise. Donc il m'a fallu, moi, comprendre effectivement qu'est-ce qui faisait d'abord que les parcs zoologiques arrivaient à mener cette expérimentation de façon en plus assez facile et assez participative. Donc ma première démarche a été effectivement de préparer, moi, en tant qu'intervenant, et d'aider peut-être les partenaires et les acteurs à préparer ces actions de formation. Donc moi, j'ai démarré par des entretiens extrêmement approfondis, très longs, avec les 4 niveaux d'intervention dans les parcs, c'est-à-dire les 2 directeurs de parc, celui qui envoyait un salarié et celui qui recevait un soigneur. Alors je mets des guillemets formateur parce qu'il n'est pas du tout identifié comme formateur, il est identifié comme un professionnel qui à un moment donné va accompagner un autre professionnel. Donc ce formateur entre guillemets, que j'appellerai comme ça pour que ce soit plus simple, ce formateur soigneur, j'ai eu un long entretien avec lui aussi pour comprendre ce qu'il savait de la formation, comment il envisageait les choses, comment il allait s'y prendre, sur quoi il allait devoir intervenir. Et puis un gros travail aussi avec l'apprenant pour comprendre ses motivations, ses besoins, qu'est-ce qu'il faisait effectivement qu'il se retrouvait dans cette situation. Je vous dis 1h30 parce que ça a été les 4 premiers et bien évidemment il m'a été indispensable d'y retourner, de retravailler avec eux par téléphone, par visio, avec des envois de documents, etc. pour m'imprégner au mieux en tout cas de ce qui déclenchait cette expérimentation. La première peut-être conclusion qui m'a intéressée, sur laquelle je suis vite arrivée, c'est que nous avions en tout cas 2 responsables de parcs zoologiques extrêmement engagés dans la démarche de professionnalisation. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin et un projet. Et pour moi, c'est assez essentiel par rapport à ce qu'on connaît tous dans la formation, c'est-à-dire former pourquoi et en 2 mots d'ailleurs, formé effectivement là parce que très très clairement il y avait un projet d'accueillir une nouvelle espèce dans le parc. Et quand on parle d'accueil d'une nouvelle espèce dans un parc zoologique, c'est extrêmement technique, extrêmement contraignant d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue bien évidemment compétence, puisque les soigneurs sont très spécialisés et en l'occurrence celui que vous allez voir c'était quelqu'un qui avait travaillé avec les chimpanzés pendant 10 ans, qui était très expert sur cette espèce-là et qui allait devoir créer un vivarium avec, et c'était très intéressant comme condition préalable, qu'il avait beaucoup de craintes vis-à-vis de ces espèces et qu'il n'était pas du tout à l'aise avec ces espèces. Donc vous vous doutez bien que dans la formation que vous allez voir, dans les actions que vous allez voir d'accompagnement, le rapport bien évidemment au corps, le rapport à l'appréhension, le rapport aux émotions a été quelque chose de très intéressant à regarder. Donc premier élément peut-être de conclusion de cette expérimentation, des directeurs engagés, un projet très clair, des attendus très clairs, pas défini du tout en termes de formation, on n'est pas du tout dans l'ingénierie de formation qu'on connaît classiquement, pas du tout défini en termes d'objectifs, en termes de contenu, en termes d'évaluation, défini en termes de compétences. C'est-à-dire, moi, demain, j'ai besoin d'un professionnel qui va savoir faire ça, réaliser ça, mettre ça en œuvre, construire les enclos, voir la réglementation, accueillir, intégrer l'espèce, mettre en place les conditions d'hygiène, etc., etc. Donc, on était vraiment sur des activités. J'aimais beaucoup votre rapport à la tâche et à l'activité, puisque moi, je suis aussi descendue très bas dans l'activité pour comprendre. Un rapport à la tâche et à l'activité et à l'action et à la responsabilisation que va avoir effectivement le professionnel dès qu'il va y avoir accueil de cette nouvelle espèce. Une réponse à un projet partagé. Alors c'est intéressant aussi en termes peut-être de culture managériale, partagé d'abord avec un autre parc qui, entre guillemets, pourrait être concurrent, qui sont souvent concurrents entre eux.
un projet partagé bien évidemment avec l'ensemble des acteurs et des salariés, puis un projet partagé avec le formateur, celui qui accueille le soigneur apprenant. Donc ça veut dire que culturellement, et je reviens aux situations, culturellement on a un contexte de travail où sont déjà installés des modalités et des modèles de travail, de partage, de transfert, d'informations entre les gens, d'échange d'expertise. Et c'est important de le dire, parce que je ne sais pas si cette expérimentation telle qu'elle a été menée pourrait se faire ailleurs. Enfin, je pense que non, moi personnellement. Mais on a déjà un contexte et une culture de travail qui permet effectivement cet échange et ce transfert de façon relativement facile, en tout cas facilitante. Alors, on revient à la question de la formation et du transfert des compétences. Quand on rentre effectivement par l'activité, la situation de travail ou le milieu professionnel, il me semble important, en tout cas ça a été l'objet de mes recherches préalables, de comprendre effectivement ce qui va rendre possible ce transfert. Dans les préalables, qu'il fallait aussi que je vous dise pourquoi ces 2 directeurs de centre sont arrivés à cette expérimentation, parce qu'il existe, je pense que vous le savez, des écoles de soigneurs en France, beaucoup de formations, 4 écoles notamment assez réputées, donc 2 très réputées. Et le préalable était de dire pour les directeurs et les soigneurs, ça ne nous convient absolument pas. Voilà. Je vais même aller plus loin. Dans mes évaluations de départ et mes analyses de départ était ressorti le fait qu'un soigneur qui sort d'une école, c'est plutôt même un critère de non-recrutement dans un parc animalier. Et donc la question était de se dire, et c'est culturellement installé, comment entre nous on se débrouille ? Comment on se débrouille entre professionnels, entre parcs, pour capitaliser, pour transférer, pour partager et pour développer ensemble. Donc la culture de la coopération et de l'échange, elle existe, elle est déjà installée dans ce milieu professionnel. Et je pense que c'est effectivement ce qui a permis aussi de faciliter l'expérimentation. Alors je vais vous montrer, je vais tenter de vous montrer, parce que là j'ai plus de souris. Hop, donc un premier petit témoignage du coup du soigneur apprenant là qui est en situation de travail. Voilà, donc effectivement une situation de travail construite à partir de l'activité professionnelle et effectivement à partir de la situation de travail dans le réel. Bien évidemment, pédagogiquement, pas de support de formation, pas de programme de formation, volontairement pas induit non plus, ni pas préconstruit en avance, et avec une pédagogie qui est extrêmement centrée effectivement sur le faire, sur la mise en situation professionnelle des deux soigneurs, avec effectivement un énorme engagement de l'apprenant, puisque un projet dans son parc très très fort, et un projet pour lequel il avait effectivement toute responsabilité au retour de la formation. Ce que j'ai pu observer, en tout cas moi dans ces situations-là, moi j'ai travaillé avec la vidéo, hein, j'ai filmé énormément pour pouvoir retravailler en analyse, notamment aussi avec les chercheurs derrière, c'est que dans le milieu du vivant, c'est les expériences que vous disiez aussi tout à l'heure, où la situation est mouvante et où effectivement un grand nombre d'éléments arrivent au fur et à mesure, il est important de mettre l'apprenant en situation de faire d'abord pour comprendre ce qui se passe dans le réel du travail et avec des alternances de temps aussi de réflexivité dont on reparlera qui sont pratiquement constants dans la situation de travail pour aussi comprendre au fur et à mesure les actions et les difficultés inhérentes au travail. Donc un processus de formation qui est vraiment construit dans l'activité de production, mais dans une activité de production et une situation de travail qui est adaptée. Et ça, c'est important de le dire, qui est adapté déjà dans sa temporalité, qui est adapté dans son exigence de résultats et de production, et qui est adapté surtout puisqu'il y a une place très forte laissée à l'erreur, à la difficulté, au questionnement, à la mise en débat et même à la délibération de certaines manières de procéder ou de certaines manières de faire. Est-ce que tu veux commencer à intervenir ?
D'accord. Alors sur la partie de la réflexivité, qui est une dimension d'abord définie, hein, vous le verrez dans les textes, en tout cas d'application pour les AFEST dans le futur, et la question de la réflexivité qui prend tout son sens quand on est en formation, en situation de travail, on peut identifier effectivement 3 temps réflexifs. D'abord le premier temps qui est un temps effectivement en présence, en ma présence, et peut-être que si j'ai joué un rôle, moi, durant cette expérimentation, en essayant le moins possible d'induire et d'imposer des choses, ça a été peut-être de montrer en quoi le questionnement, en quoi la mise en réflexion, en quoi le doute, en quoi certaines difficultés interrogées sur le vif du travail pouvaient aider effectivement et le formateur et l'apprenant à rediscuter, à redélibérer, à repenser même le travail et des fois à le redéfinir. Et le double intérêt, il y a des risques hein, dans les formations en situation de travail, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts. Ça a été un intérêt bien évidemment d'appropriation et de professionnalisation pour l'apprenant, mais pour le formateur, il y a eu un double intérêt qui a été une remise en cause aussi de sa pratique, de certaines de ses pratiques professionnelles ou de la manière d'aborder à certains moments son travail. Je vous rappelle qu'on était face à 2 professionnels qui tous les 2 étaient soigneurs dans des parcs différents, mais avec aussi des cultures de travail, des process de travail, même si nous sommes pourtant dans des professions extrêmement réglementées et extrêmement dangereuses, vous le savez, puisque la question du risque est omniprésente. Et dans cette question du risque omniprésent se pose la question de la prise de conscience et du travail en conscience qui doit être aussi omniprésent. Et une des grosses forces, en tout cas, de ce modèle de formation dans ce milieu du vivant a été sans arrêt de mettre le travail en réflexion et en pensée. Les temps réflexifs ont vraiment permis de penser, de repenser l'acte, de repenser de temps en temps la procédure, parce que même si le formel existe, il y a du protocole de sécurité très important, il y a des procédures de travail très importantes, on s'aperçoit que les professionnels se mettent à distance de ça, pour pouvoir suivre le réel du travail, parce qu'ils ne peuvent pas tout appliquer, mais qu'en même temps, ces protocoles et procédures sont extrêmement conscientes dans leur tête, même s'il y a conscience d'en sortir de temps en temps. Donc il y a un temps réflexif, effectivement, qui a certainement été induit par ma propre pratique à moi. On avait volontairement, et ça c'était une demande hein, dans l'expérimentation, mis un temps un peu plus formalisé, réflexif, en milieu de parcours, pour s'interroger, voilà, s'interroger autour d'un bureau, dans une salle, de ce qu'étaient effectivement les apports, de comment effectivement ils s'inscrivaient dans le projet. Et mon observation a été de voir qu'il était beaucoup plus compliqué pour les professionnels de s'asseoir autour d'un bureau et de se mettre effectivement en analyse des apprentissages et des situations de travail que pendant la situation de travail in vivo. Voilà. Et puis, bien évidemment, le dernier temps a été plus formalisé à la fin. On m'avait demandé effectivement de peut-être les amener à la dimension de la co-évaluation et de l'évaluation, ce que j'ai aussi essayé de faire. Et là, je me suis aperçue que les professionnels étaient complètement perdus. C'est-à-dire que les remettre devant une feuille avec effectivement là des objectifs que moi j'avais formalisés, alors un modèle classique, un ingénierie, avec des grilles d'évaluation, perdait de tout son sens, de toute sa dynamique et perdait même du sens pour eux dans l'action de formation. Et je crois qu'en matière d'ingénierie, ce seront des sujets très intéressants à repenser demain. J'attends les consignes des nouveaux OPCO sur les mises en œuvre des AFEST. Mais je crains que si on réimpose tout le système d'ingénierie de la formation qu'on connaît dans ces modalités-là, je pense que malheureusement, on va perdre de la consistance et de l'intérêt, en tout cas, de ces nouveaux modèles. C'était très intéressant de voir comment, dans une situation extrêmement risquée, vous avez un capacitaire et un formateur, donc un soigneur, qui ne montrent pas, mais font faire en verbalisant, en faisant verbaliser et réexpliquent après la scène les dangers, les risques et surtout, alors pour vous qui êtes ergonome, un vrai danger qu'il y a eu dans cette situation-là, qui a été filmé en direct, qui était très intéressant, que l'apprenant n'avait pas vu, mais effectivement qui a permis là de prendre conscience de tous les enjeux effectivement de l'acte qu'il était en train de faire, puisqu'il fallait sortir un serpent et effectivement le bouger effectivement d'endroit en le portant et en le décrochant d'un arbre. Voilà.
Je vais peut-être te donner la parole, Anis, pour que tu fasses part de ton travail. Non, mais à ce moment-là, il y a 2 points que je reprendrai après, mais si on essaye de regarder du point de vue de l'ergonomie, et comment l'ergonomie, finalement, nous a aidés à penser la formation, il y a eu plusieurs choses. Le premier, c'est que on a véritablement eu besoin d'être dans l'activité pour voir les différentes tâches. Et ça, c'est un point... excusez-moi. On a vraiment eu besoin d'être dans l'activité pour voir les différentes tâches. Donc ça, c'est un point tout à fait central. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le film où finalement le capacitaire explique, mais il explique ce qu'il faut faire. Il oublie complètement un élément qui va être central après, qui est qu'il faut ouvrir la porte du vivarium quand même à un moment donné. Et au moment où l'apprenti s'apprête à ouvrir la porte, il l'arrête immédiatement. Donc il n'y avait rien dit avant. Il lui avait parlé de comment il allait déplacer. Il arrête en lui disant « tu regardes au-dessus, il y en a un au-dessus ». Et donc ça, c'est ce genre de choses où finalement on s'aperçoit qu'en formation, quand on est très loin de l'activité réelle, on ne peut pas anticiper ou tout expliquer, et c'est à ce moment dans l'activité qu'on peut voir et que ça donne lieu d'ailleurs à de nombreux développements du formateur sur c'est déjà arrivé que des soigneurs oublient, et voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Ce qui se passe dans ce qu'il raconte, c'est pas très drôle, donc on va vous l'éviter, mais c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que du coup, à ce moment-là, la représentation de l'action, elle est très centrée sur ce que l'on vise de ce qui est à faire, et on oublie des tas d'éléments de l'écologie juste autour qui font que c'est dans l'action même que ça peut s'apprendre. Donc ça, c'est un point qui vient interroger la formation profondément, c'est-à-dire qu'on est dans nos programmes de formation très centrés sur ce qu'il faut faire apprendre, et on oublie très fréquemment, au fond, comment tout ce qu'il faut faire apprendre s'intègre dans un tout. Et cette intégration a énormément d'importance dans l'apprentissage. Je vais conclure. Ce qui est intéressant, en tout cas dans ces milieux-là, mais on a la même chose dans le milieu médical ou dans d'autres milieux, dès qu'on est en rapport avec le vivant, c'est qu'effectivement, la formation, en tout cas le développement de la compétence, passe par l'éprouvé. C'est-à-dire que là, on voit bien le soigneur a eu besoin de ressentir, de sentir, de se risquer, de se mettre même en difficulté personnelle par rapport à l'appréhension de la situation de travail pour comprendre et pouvoir intellectualiser effectivement ou formaliser en termes de connaissances les différents éléments de la situation qui pouvaient à un moment donné mettre en difficulté ou qui faisaient au contraire que la situation de travail allait être réussie et être positive. On est dans le monde du vivant, donc les variables elles sont continues. Il a fallu entre effectivement ce qu'on définissait le matin à 7h, on va aller faire ça, on va aller travailler là-dessus aujourd'hui. Dès qu'on arrivait sur le terrain du travail, il y avait soit effectivement eu un incident, un accident, un animal qui ne voulait pas manger ce jour-là, etc. Et sans arrêt, le travail, mais le travail quotidien, l'activité, au sens de ce qu'on fait, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on devrait faire, et sans arrêt effectivement remodelé et réajusté par les différents événements. Puis on est en parc zoologique, je vous le rappelle, donc il y a aussi des éléments externes que sont notamment le public et qui vont aussi complètement influer sur la situation de travail sans qu'on en soit forcément conscient. En tout cas, ce qu'on peut peut-être... alors attendez, je ne suis pas sur le bon... Voilà. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que la formation, en tout cas dans cette expérimentation-là en situation de travail, et pour laquelle on a voulu volontairement se mettre à distance du formalisme, a pris toute son essence vraiment par la question de la parole. Voilà. La parole, le geste, le faire, le défaire de temps en temps, le refaire, le droit à l'erreur, qui est un inconditionnel de la formation en situation de travail, ont vraiment effectivement permis de penser, de repenser, de redébattre, de se réinterroger, et même des fois, alors avec les Otaries, j'ai des films fantastiques sur effectivement comment on
On cherche ensemble des solutions face à des situations problèmes. Voilà. C'est-à-dire une otarie qui ne voulait pas manger et qui avait compris avec grande intelligence qu'il fallait qu'elle contourne quelque chose. Voilà, on a demandé, j'ai trouvé le formateur excellent, il lui a dit « mais toi, tu ferais comment ?» Voilà. Et dans ce cas-là, c'est l'apprenant qui a dit on pourrait peut-être imaginer de cacher dans sa ceinture derrière une boîte avec les poissons, et au moment où il arrive, on sortirait et on ferait tomber les poissons. Et du coup, la situation de travail à FEST au démarrage devient aussi une situation de débat et de construction d'hypothèses ou en tout cas de nouvelles manières de procéder et de réaliser le travail. Voilà, donc peut-être que certaines questions que ça m'a posées à moi en tant que consultante et qu'on a fortement rediscuté avec Anne-Lise, c'est d'abord de toujours réfléchir à dans quel projet et dans quoi s'inscrit le projet de formation. C'est indispensable. Est-ce qu'on parle de projet de formation? Ce n'était pas du tout leur discours. Leur discours, c'était on a besoin de nouvelles compétences pour accueillir une espèce. Donc est-ce qu'on parle de programme ou de projet de formation, ou est-ce qu'on parle effectivement d'un transfert effectivement, pour développer, professionnaliser d'ailleurs au-delà de former, professionnaliser des salariés, des acteurs qui vont devoir développer de nouveaux pans ou de nouvelles compétences dans le cadre de leur activité. Et puis peut-être d'autres questions, à mon avis, plus centrales à réinterroger. Moi, j'ai été extrêmement étonnée, mais comme très souvent dans le milieu du travail, par la compétence et la capacité des professionnels entre eux à s'expliquer, à se montrer les choses et à développer les compétences. Et du coup, ça a reposé des questions. Parce qu'il y avait d'autres expérimentations où le choix a été de former d'abord les formateurs à FEST, à la pédagogie. Nous, on n'a pas fait ce choix-là pour voir justement ce que le terrain du travail pouvait naturellement apporter. Moi, ça reste une grande interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut former les formateurs à FEST? Je pense que malheureusement, je pense qu'on partira dans cette option-là, vu les textes. Mais c'est pourtant une vraie question, parce que la question que vous évoquiez tout à l'heure sur, effectivement, cette espèce de formatage aussi, de modélisation qu'on a du transfert et de la formation, je trouverais très dommage qu'on le réinjecte dans la question de l'activité et de l'entreprise et de la situation de travail. Est-ce qu'il faut effectivement redéfinir les mêmes ingénieries en termes de programmes, de modalités d'évaluation? J'espère qu'on aura des OPCO qui, dans leur politique d'AFEST, réinterrogeront cela. Et puis, effectivement, la question aussi du tiers observant, puisque moi, j'ai été dans cette posture-là, qui nécessairement a amené aussi le formateur à modifier sa pratique par mon intervention, mais qui n'était pas une intervention de sachant ou de théoricien, mais qui était une intervention de questionnement dans le faire. Voilà. À mon avis, c'est les questions qu'il faudra certainement poser demain. Moi, j'avais envie de reprendre avec vous l'ensemble de cette expérimentation pour peut-être interroger plusieurs choses sur la question de la formation et de la formation en lien avec le travail. Le premier élément sur lequel j'avais envie d'insister, c'est que quand on parle de formation et travail, la première chose, c'est quand même d'aller dans le travail. Je le dis trivialement, mais ça me semble vraiment nécessaire de le dire. Si Olivia n'était pas allée passer des jours et des jours dans les parcs, ces éléments-là, elle ne les aurait pas vus. Et aller voir le travail, c'est pas simplement aller le filmer, c'est aller passer du temps dans les parcs. Et parce que le moment où on filme, ce n'est qu'un tout petit moment de ce que l'on comprend d'une compréhension globale de ce qui se passe dans un parc. De ce point de vue-là, du coup, j'aurais envie de dire que quand on veut former à partir du travail, la première chose que finalement le formateur fait et vit, c'est lui-même de se déplacer subjectivement et corporellement, puisqu'il va dans le travail, mais également subjectivement, c'est-à-dire que l'inconfort d'être dans le parc, l'inconfort d'être dans le vivarium, crée quelque chose d'un apprentissage chez le formateur de ce qui se passe dans ce métier. Et là-dessus, j'insisterai assez parce que peut-être c'est des dimensions que l'ergonomie met pas suffisamment en avant, ou en tous les cas que la notion d'activité, à mon avis, recouvre. Mais il y a véritablement un apprentissage par corps, corporellement, de ce qui se passe dans le parc
avant de pouvoir travailler sur comment ça se transmet. Et ça, c'est du côté du formateur, c'est-à-dire qu'avant de penser à comment apprendre aux autres, c'est le formateur qui apprend du travail. Ça, c'est un premier élément qui me paraît important. Du coup, ça met le formateur, je dirais, à la frontière de deux mondes, qui est d'un côté les milieux professionnels et de l'autre côté celui de la formation. Et être à la frontière de ces deux mondes et donne une position un peu inconfortable. On ne sait pas toujours où on est, ou du côté du travail, ou du côté de la formation. Mais c'est cet inconfort qui fait, et je pense que dans l'expérimentation qu'a conduit Olivia, c'est vraiment très parlant, c'est cet inconfort qui fait que les professionnels puissent expliquer ce qu'ils font, s'expliquer et apprendre ce qu'ils font, de ce qu'ils font. C'est-à-dire que toute la parole qui a été dite à ce moment-là, elle est liée bien sûr par la présence d'Olivia, mais elle est liée aussi parce qu'Olivia était vraisemblablement pas très à l'aise dans les vivariums, que des choses se disent à ce moment-là sur ce que l'on fait. Ça, c'est un premier élément qui me paraît extrêmement important. Le deuxième élément, mais là-dessus j'ai un peu dit, c'est-à-dire que les liens travail et formation, enfin, il y aurait une illusion à penser que ça se superpose. Le travail et la formation ne se superposent pas. Ils sont, moi j'ai souvent dit qu'ils étaient sur une bande de Möbius, c'est-à-dire ces espèces de bandes unilatères. On a l'impression que c'est sur deux faces différentes et en même temps c'est sur la même face, mais il y a intérêt à ne pas confondre, à ne pas superposer le travail et à la formation, mais à ne pas les dissocier. C'est là la difficulté que l'on a, qui est de penser en même temps les deux, mais c'est des pensées qui ne sont pas complètement superposables. Du coup, ça nous renvoie, pour aider à penser cette espèce de bande, à travailler sur la bande de Möbius, la situation est essentielle. Alors pour moi, qui ne suis pas ergonome, même si je mobilise l'ergonomie à pas mal dans mes travaux, mais quand même, il me semble que ce que disent les sociologues, et je pense que Paul l'a fait, pour moi, je dirais, je ne pense pas par situation, mais par cas. Le cas étant toujours une métonymie de questions sociales ou de questions formatives plus importantes. Si vous aviez pu voir la question du vivarium ou la question du travail sur le bac avec les otaries, en fait, ce moment où on réfléchit à comment l'otarie va attraper le poisson, si on se met là, si on met le poisson devant, si on... Voilà. En fait, on ne travaille pas seulement sur la manière de faire attraper le poisson à l'otarie, on travaille sur comment on traite les otaries dans le zoo en général, et comment on joue avec elles, et comment on les montre au public, etc. C'est-à-dire que le cas, ou ce que les ergonomes peut-être appellent la situation, mais pour moi c'est plutôt une pensée par cas, ça n'est intéressant que si ça joue sur 3 niveaux, à la fois celui des savoirs professionnels qu'il faut maîtriser pour réaliser la situation, celui de la prise en compte de l'écologie globale du travail, c'est-à-dire, par exemple, l'otarie, elle n'est pas n'importe, les bassins d'otarie ne sont pas n'importe où dans le zoo. Et donc, l'écologie est très importante. Et également, quelque chose qui n'apparaît pas, mais plus on va dans le cas très très fin, on le voit émerger, les dimensions politiques et éthiques agies par chacun dans le travail. Par exemple, on ne fatigue pas inutilement un animal, on ne le dérange pas. Ces dimensions-là sont des dimensions éthiques dans la manière d'agir le travail, et on ne peut les aborder, ces dimensions, qu'en rentrant très finement dans l'activité. Et c'est cette rentrée très finement dans l'activité, c'est là que nous aide la manière dont l'ergonomie aborde le travail. C'est-à-dire que plus on rentre finement dans l'activité,
plus on peut en dégager des structures, des manières qui traversent toute l'activité avec l'animal, mais on les capte à partir d'une situation micro. Autrement dit, l'intérêt de ces petites situations, c'est qu'elles permettent de penser des choses plus larges. Et que si on en reste simplement à traiter juste la petite situation, à ce moment-là, je pense que la formation ne sert pas complètement ce pourquoi elle est faite. Je me permets, très juste, c'est très intéressant ce que dit Anne-Lise, et c'est pour ça, vous l'avez vu, j'ai commencé par le projet, moi, et l'enjeu et l'engagement des directions. Et effectivement, descendre au niveau très opérationnel de l'activité n'est pas suffisant. Il faut le réinscrire indissociablement dans effectivement une vision plus globale, plus stratégique et plus générale aussi de la direction, en tout cas de l'entreprise là, et du site, puisque derrière, et là on est dans le monde du vivant, on parle d'éthique, il y a des engagements extrêmement forts dans cette profession en matière de respect, d'éthique et de dimension effectivement écologique. Et on ne pouvait pas se limiter à l'opérationnel de l'activité sans remonter et sans même partir du projet, du positionnement global du parc dans son secteur d'activité et notamment au sein de la FDPZ, et c'est pour ça qu'ils étaient là garants du processus de formation tout au long. Donc pour revenir à ça, c'est-à-dire que l'intérêt de rentrer très finement dans l'activité, pour moi qui pense la formation, c'est de montrer comment des faits ou des tâches sont enchâssés en continuité avec des rapports d'ensemble, et c'est cette espèce d'enchâssement qu'il faut essayer de saisir pour révéler finalement, alors ce que Lucie Tanguy, qui est une sociologue que j'aime bien, dit toujours qu'il ne faut jamais séparer manière et matière. Eh bien, je pense que rentrer dans le fait, ça nous permet de ne pas séparer manière et matière. Donc, ce que nous permet, on va dire, l'ergonomie pour la formation, c'est d'arriver à saisir des logiques de travail qui, même si elles ne sont pas visibles, ne sont pas moins opérantes dans la manière dont les professionnels agissent. Et c'est, du coup, ces logiques de travail à saisir, quand on forme des personnes plus novices qui débutent, ça nous permet de les avoir et de ne pas les former à des tâches, mais à les former plus globalement à la prise en compte d'une activité de travail. Et là, avec le vivant, c'est vrai que les enjeux éthiques étaient extrêmement importants et qu'on voyait bien comment les professionnels étaient extrêmement attentifs à ces questions éthiques sans jamais qu'ils n'aient prononcé la question éthique, sans jamais avoir dit on fait de l'éthique, mais on voyait bien que quand on a discuté avec eux après, c'était ça qui était l'enjeu. Donc, pour peut-être finir sur 3 choses, je dirais que les liens entre formation et ergonomie, premièrement, ça réintègre l'écologie du travail. Deuxièmement, ça permet de saisir des raisonnements implicites dans l'activité de travail. Or, pour moi, former, ce n'est pas former à la tâche, c'est former à la tâche et aux raisonnements qui sous-tendent la tâche. Et que si on ne forme pas aux raisonnements qui sous-tendent la tâche, on conforme, on ne forme pas. Et le dernier point, peut-être pour revenir à une question qui a été évoquée ce matin, c'est que ces manières de former, ça permet que les professionnels développent un point de vue sur leur travail, c'est ça qui m'importe, c'est-à-dire que je ne cherche pas à ce que les professionnels fassent leur travail, mais qu'ils développent un point de vue sur leur travail, et être capable de développer un point de vue sur le travail, c'est éventuellement refuser de se soumettre à des manières de faire avec lesquelles on n'est pas d'accord si on a un point de vue sur le travail. Et c'est là où je raccroche les questions de santé, c'est-à-dire que si on tient un point de vue sur le travail, on reste en santé au sens de Winnicott, c'est-à-dire on vit créativement,
on arrive à développer son intérêt pour le travail. Bon, je vais arrêter là. Bien. Merci Anne-Lise, merci Olivia.